on a vu le départ de beaucoup de partis, de deux partis, disons, actuellement. Et ce qui nous a plus marqué, c'est celui de Ousmane Sonko. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour vous écouter par rapport à ça. Oui, merci. Effectivement, la coalition Jotna, que nous avons fondée avec M. Ousmane Sonko, connaît aujourd'hui des fractures profondes. Pastef, qui était l'un des maillons forts de cette coalition, a quitté. Mais auparavant, Djengou de M. Boubacar Camara avait aussi quitté. Et depuis lors, il y a eu beaucoup de départs. En fait, je parle de fracture, ça signifie que la coalition s'est divisée, mais nous sommes restés. Et nous sommes aujourd'hui en train d'animer la coalition en lui donnant un nouveau souffle. Donc c'est ainsi que la vie est faite. Il y a des départs et d'autres qui restent. La vie politique encore plus parce qu'elle est mouvementée. Elle dépend parfois des contextes. Mais ce qui importe pour nous, c'est que nos principes et nos ambitions pour le Sénégal demeurent. Et quelles que soient les circonstances, nous ne nous laissons pas intimider ou troubler. Nous continuons à travailler. Si nous osons revenir un peu en arrière, j'aimerais savoir quels sont vos débuts dans la politique au fait. Parce qu'à un moment, on n'avait jamais entendu Ablaye Niane sur la toile et maintenant, on en parle partout. Oui, bon, moi je suis un haut fonctionnaire, inspecteur des impôts de mon État. J'ai travaillé dans l'administration pendant une quinzaine d'années et à un moment de mon parcours professionnel, je me suis dit que l'engagement politique était la seule façon pour nous de renverser l'ordre des choses dans ce pays, puisque nous sentions que on parle de démocratie, de transparence, d'état de droit, mais au fond, ce ne sont que des principes creux. Et que participer à l'édification d'un Sénégal meilleur, responsable, ouvert sur le monde, mais qui privilégie les intérêts de ses enfants, était pour nous la meilleure chose pour travailler pour le futur de nos enfants. Parce que pour nous autres, je pense nous avons accompli certaines choses dans la vie et nous pouvons continuer à creuser notre trou de façon individuelle. Mais ce n'est pas ça le destin d'un homme ambitieux. Donc à un certain moment, je me suis lancé en politique et j'ai participé aux élections locales, aux élections législatives de 2017, juillet 2017, avec un mouvement qui s'appelait Teranga Sénégal, qui venait d'être créé. J'ai été tête de liste de la coalition Benen Bat Boubès. J'ai l'habitude de dire qu'on est arrivé 15e sur les 47 listes et que n'eût été le saccage du vote de Touba, je pense qu'on aurait eu un résultat beaucoup plus honorable. Et tenez-vous bien, on a eu 13 400 et quelques voix, en tout cas plus de 13 000 voix. Je ne me rappelle plus du chiffre exact. Ça signifie donc qu'en 6 mois de présence dans le landerneau politique, nous avions marqué notre empreinte et montré notre volonté justement de creuser notre sillon. Nous avons continué et ce mouvement a été transformé en parti politique. Et M. Sonko, qui est mon promotionnaire à l'ENA, m'a abordé pour me demander de le soutenir pour les élections présidentielles passées. Ce que nous avons fait avec beaucoup de plaisir. Il nous a nommé directeur de campagne. Je pense que nous avons assumé cette position avec responsabilité, avec générosité, avec une nouvelle offre pour le Sénégal. À l'issue de ces élections, nous avons créé la coalition Jotna ensemble, tous les partis et mouvements qui s'y trouvaient dans la coalition Sonko président. Malheureusement, les remous, les querelles, les supputations ont fait que cette coalition a volé en éclats et nous continuons aujourd'hui à gérer cette coalition avec d'autres hommes et femmes de valeur. Et c'est là où nous nous trouvons, avec une nouvelle offre pour le Sénégal, avec un engagement renouvelé pour servir ce pays, mais aussi pour occuper les premières places dans l'édification de ce pays. Voilà, merci beaucoup Angel. Docteur Ablaye Niane, tantôt vous avez parlé des départs dans la coalition Jotna. Maintenant, avec tous ces départs, est-ce qu'il y aura de la répercussion sur la coalition Jotna, puisqu'on a noté le départ de Ousmane Sonko et de Boubacar Camara? Oui, forcément. On devra rebâtir. On devra faire preuve
de résilience, d'ambition, et c'est ce que nous sommes en train de faire. On a tenu une assemblée générale extraordinaire, suivie d'une conférence de presse. Dans les 10 jours, on a tenu une autre assemblée générale extraordinaire il y a 48 heures, et nous sommes décidés à bâtir une coalition beaucoup plus forte, beaucoup plus ambitieuse, avec une offre de qualité pour le Sénégal. Nous sommes capables de cela, et je pense qu'on a été retardé même dans notre envol ces derniers mois, parce qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements et beaucoup de lourdeur. Et nous n'avions pas toujours la liberté de nous déployer. Maintenant que les choses se sont éclaircies, ceux qui peuvent aller ensemble vont ensemble, ceux qui ne pouvaient pas suivre sont allés de leur côté. Nous allons faire une offre au Sénégal et nous allons faire le tour du pays pour montrer qu'il est possible de bâtir ce pays avec une offre responsable et équilibrée qui garantisse de façon sérieuse les intérêts du Sénégal. Maintenant, est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle fusion entre votre parti et le parti de Ousmane Sonko? Non, ce n'est pas possible, puisque la fusion avait été évoquée après les présidentielles. M. Sonko souhaitait créer un grand parti avec tous ceux qui l'ont soutenu. Nous avions demandé que le temps de la réflexion, que le temps de l'épreuve, que le temps de l'expérience nous donne la clé de ce qu'il faut faire. Le temps de l'expérience a montré que ce n'était pas possible, qu'on avait des mécanismes qui n'étaient pas les mêmes dans la prise de décision, dans le dialogue. Et malheureusement, ce n'était pas possible lorsqu'on était en coalition. Aujourd'hui qu'eux sont partis, parce que c'est eux qui sont partis de la coalition, ils sont partis avec juste un communiqué, sans qu'il y ait eu dialogue direct. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt sur le plan politique la rupture, mais sur le plan humain et personnel, Ousmane Sonko, en tout cas je le considère comme un ami, parce qu'on n'a jamais eu une autre relation, on ne s'est jamais disputé, on n'a jamais parlé en froid ou de façon violente entre nous. Peut-être que maintenant il y a eu des silences, il y a eu des interventions, il y a des oui-dire qui ont semé un peu le trouble dans l'accompagnement politique. Mais sur le plan humain, ça reste un ami. Mais sur le plan politique, on a pris un autre virage. Maintenant, on a entendu la discussion entre Boubacar Camara et son Excellence Moussé Macky Sall. Maintenant, est-ce que vous étiez au courant de cette discussion? Non, on l'a dit et redit, la coalition n'était pas au courant. Encore que M. Camara a le droit de discuter avec qui il veut. C'est un responsable, c'est une personnalité de ce pays. Il a un parti, il a ses ambitions, il a ses méthodes et il peut discuter avec qui il veut. Ce n'est pas ça qui est gênant. Ce qui a été un peu gênant, c'est justement, il y a eu un communiqué disant que ses alliés ont été avertis et la coalition a jugé utile de donner les éclaircissements qu'il faut, en disant que effectivement la coalition n'a pas été avertie, mais M. Sonko a été averti. Mais M. Sonko, c'est certes le leader de la coalition, mais sur le plan formel, il y avait un président de la coalition et un coordonnateur général, à savoir moi-même. Donc peut-être que la procédure n'a pas été très claire. C'est ce qu'on a justement fustigé. Mais sinon, il a la liberté, comme tout parti, de discuter, de nouer des alliances et éventuellement même d'aller vers le pouvoir. On n'a pas de problème à ce niveau, puisque nous respectons l'autonomie des gens. C'est cela la base d'une coalition entre pairs, entre hommes qui se respectent. D'accord. Monsieur Niane, dans un de vos interviews qu'on a suivi sur Aza Actu, si je ne me trompe pas, vous aviez souligné quelque chose, c'est-à-dire votre relation avec Sonko, parce que vous avez dit que vous avez aussi appris son départ dans le lambda, c'est-à-dire genre, comme tout le monde. Et quelle était votre relation, si vous pouvez entrer au creux de ça, pour ne pas s'entendre par rapport à son départ? Non, en réalité, je l'ai dit tout à l'heure, la vie politique est marquée par des nuances. Les gens peuvent aller vers, surtout que c'est un ami, et il a dit publiquement le long compagnonnage qui nous lie depuis plus de 20 ans. Et donc, et sur le plan humain, on a vraiment des relations amicales, en plus d'être des promotionnaires. Et donc ça, sur le plan politique,
quand certains ambitieux ou certaines personnes voilà, de mauvaise foi entendent ça, ils vont essayer de jouer de ces relations pour peut-être les briser et prendre la place qu'il faut. En tout état de cause, il m'a semblé qu'il a été induit en erreur par rapport à mes ambitions, par rapport à mon comportement, par rapport éventuellement à ma loyauté sur ce que nous faisions. Mais je précise que ma loyauté, ce n'est pas par rapport à des hommes, c'est par rapport à un groupe qui était la coalition, c'est par rapport à des principes qui étaient le respect, le fait de travailler ensemble. Une fois que ces principes ne sont plus respectés par l'une ou l'autre partie, une fois que cette volonté de travailler en toute égalité, en toute dignité n'est plus de mise, je retrouve ma liberté. C'est ce qui s'est passé ces derniers mois. Je ne vous le cache pas que je n'étais plus très impliqué dans la marche de la coalition, puisque les principes qui ont fondé la coalition ne me semblaient plus être viables. Et j'avais pris mes distances. Et c'est peut-être pour cela que, comme on avait rompu un peu le fil du dialogue, lorsqu'il a fallu quitter, il n'a pas jugé utile de m'appeler ou de discuter avec moi. Mais bon, la vie politique est ainsi faite. Je continue, comme je l'ai dit tout à l'heure, à penser que nous garderons nos relations personnelles comme des frères et des amis. D'accord. Ainsi, si on peut se demander, c'est-à-dire, on ne sait pas exactement pourquoi il a quitté, comme vous avez dit d'une façon globale. D'accord. Maintenant, lui, Sonko, il a quitté, et vous, avez-vous songé faire partie avec un autre parti, pas PASTEF, au fait? Pas PASTEF, parce qu'aujourd'hui, on a vu que Idi a rejoint Macky Sall, d'accord? Sinon, on aurait dit si vous avez pensé travailler avec d'autres personnes. Non, nous sommes une coalition. La coalition demeure. Il y a des gens qui ont quitté la coalition. La coalition est là, les organes sont là, nous continuons à travailler. Pas plus tard qu'hier soir, on a tenu une assemblée générale extraordinaire, on a accueilli un nouveau membre et d'autres tapent à la porte. Nous allons agrandir cette coalition et en faire la première force politique de l'opposition. Puisqu'au Sénégal, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'opposition, entre guillemets, c'est l'ambition en tout cas du président Macky Sall. Il a attiré vers lui la deuxième force politique lors des présidentielles, à savoir Idrissa Seck et certains de ses compagnons. Or, ce pays a besoin justement d'une opposition crédible pour faire contrepoids au gouvernement, pour équilibrer la marche de la démocratie. Et nous croyons que cette place, nous pouvons l'occuper en termes de critique, d'analyse, mais aussi de propositions et d'alerte pour que le peuple sénégalais ait la meilleure information possible et qu'à l'heure du choix, notre offre alternative puisse convaincre le peuple. D'accord. Et vas-y, si tu veux. Oui. Bon, je voulais dire, avec le départ le ralliement de Idrissa Seck avec Macky Sall et la dislocation de votre coalition qui est la coalition Jonna, est-ce qu'on peut dire que cette opposition est une opposition crédible? Non, mais la question ne se pose même pas. L'opposition est crédible parce qu'il y a eu les appels du pouvoir et le pouvoir n'a pas pu prendre cette opposition-là dans sa besace. Ça signifie que les gens résistent, les gens continuent à avoir des opinions et la différence est nette entre ceux qui sont avec le pouvoir et ceux qui sont en dehors du pouvoir. Donc la crédibilité de l'opposition ne se pose pas. Ce qui se pose, c'est peut-être sa force. Mais cette force dépend du peuple. Nous pensons que le Sénégal mérite une autre gouvernance, une autre gestion du pouvoir. Il y a beaucoup de drames qui se jouent aujourd'hui. Les gens meurent en mer, 500 personnes. Les jeunes sont désespérés. Le pays doit être géré de façon démocratique. Aujourd'hui, le calendrier électoral n'est pas respecté. On est dans le flou total. Et tout ça participe à décrédibiliser notre démocratie. Nous sommes jeunes. Nous pensons que le Sénégal est une vieille démocratie et que le pays mérite plus que ce que nous voyons. Donc l'opposition est crédible. Il suffit de renforcer l'opposition
Et cela, c'est au peuple de le faire parce que ses intérêts sont dans cela. Qu'il y ait un pouvoir qui dirige, mais une opposition capable de se faire entendre. C'est ce que nous voulons et nous travaillons pour cela. Maintenant, avec tout ce qui se passe dans l'opposition et tout ce qui se passe dans le régime actuel, est-ce que cela ne va pas créer de la stigmatisation aux hommes politiques par la population? Ben oui, c'est possible. Effectivement, cette semaine, on a vécu au niveau de notre démocratie un accident majeur, puisque en prenant service, ce n'est même pas une passation de service, c'est une prise de service. Et ça devait être une passation de service. On a vu que le président sortant du 16, à savoir Mimi Touré, n'a pas jugé utile de faire la passation de service. J'ai même entendu à la radio, je l'ai entendu dire que tout est dans les machines. Et que peut-être que Idrissa Seck n'avait pas travaillé depuis longtemps, c'est ce qu'elle a dit, ce qui fait qu'il ne sait plus peut-être comment ça se fait maintenant. Mais ça, c'est quand même grave. Une passation de service, c'est des documents, c'est des signatures, c'est quand même une discussion entre celui qui part et celui qui reste. Ce n'est pas aider le Sénégal, ce n'est pas respecter la démocratie, ce n'est pas respecter les autorités que de dire que tout est là-bas, tout est dans les ordinateurs. Et c'est quand même grave comme signal pour les jeunes et pour ceux qui gèrent ce pays. Le deuxième aspect, M. Seck lui-même quand même a voulu justifier une prise de position qu'il avait faite en se régnant et en rigolant, en faisant de l'ironie avec ça. Ça aussi, ce n'est pas un signal fort pour la démocratie. Je pense qu'il faut que les gens se ressaisissent. Nous sommes des êtres périssables, la vie est courte, et il faut laisser à nos enfants un pays de grande qualité. Et pour cela, il faut de la retenue, il faut le sens de l'honneur et de la démocratie. Et on est d'accord que les gens sont libres, ils peuvent aller où ils veulent, ils peuvent même rejoindre la majorité présidentielle, mais qu'on le fasse avec hauteur, avec honneur et démocratie. Maintenant, comment vous voyez le ralliement de Idriss Seck vers Macky Sall? Je l'ai dit tout à l'heure, pas de souci. C'est son appréciation de l'heure. Il a parlé de crise, il a parlé de Covid-19, il a parlé de sécurité. Il a parlé aussi, et je pense que c'était des mots très importants, des autorités cultuelles et culturelles, maraboutiques, etc., qui lui ont demandé de répondre à la main tendue de M. Macky Sall. Donc, sur ce plan, nous sommes pour le respect des positions des uns et des autres. C'est la population qui juge et qui va avaliser ou pas. En tout cas, nous sommes dans l'opposition. Nous proposons une offre alternative et c'est ce qui nous importe. Mais on ne va pas juger les uns et les autres, puisque en politique, chacun fait ce qu'il juge par rapport à sa conscience. Merci. Bon, d'accord. Maintenant, si on ne se focalise pas un peu plus sur la politique, on voit qu'actuellement, beaucoup de jeunes périssent. Ce qui a suscité beaucoup de débats et qui a meurtri les cœurs des Sénégalais. Maintenant, quelle est votre opinion par rapport à cela, les jeunes qui meurent dans la mer? Je m'incline justement devant tant de détresse. Je prie Dieu qu'il leur accorde le paradis. Et je suis, comme tout Sénégalais, meurtri par la détresse, par ce qui se passe. Je l'ai dit et redit, on doit donner des sources d'espoir à la jeunesse dans ce pays même. La solution n'est pas ailleurs. Ces jeunes doivent être épaulés, car c'est une détresse énorme que d'affronter la mort pour juste réussir dans la vie. Mais il faut aller plus loin. Je pense que notre société doit être accompagnée. Il faut beaucoup de communication, il faut un sursaut collectif pour que les gens aient confiance en ce pays. Parce que c'est grave quand même, hein. Ce qui doit les amener, ce n'est pas seulement la réussite matérielle. Je pense que même il y a des ressorts sociaux qui sont cassés. Les gens n'ont plus confiance. Et la perte de confiance, c'est très sérieux, c'est très grave. C'est pourquoi je m'incline devant leur mémoire et j'en appelle aux autorités pour que les mesures soient prises pour empêcher cela,
parce qu'il s'agit de la sécurité des gens qui n'ont peut-être pas compris les dangers. Il faut aussi que les autorités proposent des alternatives pour que les jeunes restent. Qu'il y ait des sources d'emploi et non pas seulement des projets ou des institutions. On en crée à l'appel, pas plus tard qu'il y a 10 jours au Conseil des ministres. Même le Conseil des ministres passé, ils ont annoncé un Conseil national pour l'insertion des jeunes. Ils ont annoncé beaucoup de choses. Et ça, ils l'ont toujours fait. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'annoncer des institutions, des politiques publiques. Il s'agit de faire, de permettre que dans le monde rural, les jeunes puissent s'adonner à l'agriculture moderne en mettant en place des infrastructures, des coopératives rurales, en mettant en place des lieux de formation pour former ceux qui travaillent dans le monde rural. Il faut créer des usines qui transforment les produits horticoles, les produits ruraux, les produits agricoles pour qu'il y ait de la valeur ajoutée. Il faut. Et donc, si on mettait tous les milliards, par exemple, dépensés pour la Covid dans l'accompagnement de la population, mais vraiment en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, c'est beaucoup mieux que de dépenser comme ça avec toutes les pertes d'argent et de ressources. Je pense qu'il faut des politiques intelligentes, responsables, mais il faut que les autorités aussi aient de la compassion pour la jeunesse. Il faut que les autorités aient de l'ambition pour les jeunes. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de politiques politiciennes, il y a beaucoup de poudre dans les yeux. On parle, mais on ne fait pas. Nous, notre génération, son ambition, c'est de dire qu'il est possible de faire. Et effectivement de faire au-delà des discours. Si vous voyez, moi, vous l'avez dit tout à l'heure, pendant très longtemps, enfin, c'est 3 ans que je suis dans la scène politique, je n'ai jamais beaucoup communiqué. Parce que j'ai mon boulot, ça me prend du temps. Et je pense que dans la vie, tout n'est pas que politique. Maintenant, arrive un moment où il faut sortir, prendre ses responsabilités, discuter avec la population, parce que trop, c'est trop. C'est ce qui nous a amenés dans le champ de la communication, voilà, un peu plus fréquent, mais c'est vraiment l'urgence qui guide un peu cette démarche. Il faut faire et non pas parler. Et je pense que ici, nos hommes politiques qui nous dirigent parlent beaucoup et font peu. Oui, parce que si on voit, le même cas a été vu en 2009, si je ne me trompe pas. Et après, c'est vrai que l'État a envoyé afin de voir les familles pleurer. Mais il n'y a que des projets, comme vous l'avez dit. Il n'y a eu que des projets, mais pas d'appui. Alors que, comme vous l'avez dit, le peuple, la jeunesse a besoin de la compassion, de l'appui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça peut changer ou bien ça va rester intact avec des projets sans aboutissement? Ça va changer. Moi, je suis optimiste. C'est pourquoi je suis en politique. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie. On ne peut pas contraindre une population, surtout une jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes de moins de 20 ans, selon les statistiques, font plus de 52% de la population. C'est une vague qui arrive. Cette vague-là, elle est déferlante. Rien ne peut l'arrêter. Il faudra leur donner des solutions ou ces jeunes se donneront leurs solutions. Et gare à des solutions proposées par des gens qui n'ont plus d'espoir. Ceux qui osent affronter la mer, s'ils restent sur terre, ils peuvent tout affronter. C'est ce qui crée des drames, hein, des troubles. Et je ne veux pas ça pour le Sénégal. Moi, je veux que la solution soit apaisée, que l'on soit proactif, que les autorités proposent des choses et que les jeunes puissent trouver l'espoir dans ce pays. Nous portons des projets, nous portons des idées, nous les mettons sur la place publique. Même si le parti au pouvoir les prend pour les appliquer, c'est tant mieux. Parce que nous pensons que notre rôle en tant que politique, c'est de proposer des solutions pour que les Sénégalais soient heureux. Que nous les fassions, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous voulons. Que d'autres le fassent pourvu que le Sénégal s'en sorte. Mais franchement, les institutions qu'on voit, budgétivores, avec beaucoup d'argent dépensé, des personnels recrutés sur un plan purement politique et non pas en regard de leurs compétences, la multiplication des institutions ne règle pas le problème. Ce qui règle le problème, c'est des solutions qui vont directement envers ces jeunes-là.
C'est des solutions avec des possibilités de main-d'œuvre, des possibilités d'infrastructure, des possibilités de commercialisation des produits, que ce soit des produits du cru, donc agricoles directement, ou des produits transformés avec des micro-industries. C'est cela qui va développer le Sénégal. Nous croyons en cela et nous proposons un projet alternatif à ce qu'on trouve aujourd'hui pour cela. D'accord. Et en parlant dans le même cadre, c'est-à-dire de la pêche, on voit que récemment, on a vu des photos choquantes avec des jeunes qui ont été gravement blessés. Et c'est une maladie mystérieuse, comme on l'appelle. Et vous, comme vous êtes dans la politique, et sûrement vous êtes au courant de quelque chose, pensez-vous pas qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas là-dedans? Bon, moi, j'ai découvert, comme tous les Sénégalais, effectivement, cette maladie qui serait, semble-t-il, due à des infections, peut-être des infections avec des organismes peut-être dans l'eau. Hein, je constate simplement que nous sommes dans un monde complexe qui demande de la part des autorités beaucoup de vigilance et beaucoup de travail. C'est exactement la même chose que pour les jeunes qui partent en mer. Il y a des maladies qui arriveront, qui ne nous poseront pas de questions, qui arriveront à tout va. La Covid en est une preuve. Cette maladie mystérieuse de la mer en est une autre. La misère des gens dans les cases, dans les villages, c'est aussi une maladie plus dangereuse d'ailleurs, parce qu'elle est là depuis les indépendances. Et c'est aux autorités politiques qui disposent de notre budget de dresser ces problèmes-là. Et donc, moi, je constate, comme tout le monde, que cette maladie est venue. On doit avoir une riposte par rapport à ces genres d'attaques, parce que c'est des attaques de toutes sortes. On doit avoir une sécurité globale sur tous ces plans, sur le plan médical, sur le plan de la paix, sur le plan de la sécurité des gens dans leur famille, etc. Mais ça demande que le gouvernement se prenne au sérieux, qu'il y ait moins de politique politicienne, qu'il y ait des gens de qualité, justement, en charge de toutes ces questions. Je constate qu'il y a beaucoup de réunions, mais que jusqu'à présent, on ne nous a pas dit quelque chose de clair. Exactement. Or, on aurait dû, comme pour la Covid, dès le départ, faire peut-être des annonces à 10 h du matin pour dire aux Sénégalais ce qui se passe. Parce que ces pères et mères de famille qui sont en train de souffrir, c'est surtout des hommes, des pêcheurs en mer, mais on ne sait même pas si la maladie est contagieuse. Et c'est grave quand même. Il faut que les Sénégalais sachent, il faut que des mesures soient prises pour endiguer ce genre d'épreuves. Et sur le même plan politique, économique, je dirais, genre, on nous a alertés, on voit des statuts, des affiches pour nous dire que il ne faut pas consommer du poisson à ce moment. Et encore plus, genre, comme vous le dites, on a négligé ces malades. Parce que quand on a entendu le coronavirus, ça a été une situation alertante. Alors pourquoi, dans ce sens où ça a impacté que le Sénégal, personne n'y parle? Et sur le plan économique, on voit que les jeunes, aujourd'hui, sont plus dans la pêche. Et aujourd'hui, ça paralyse tout le monde. Non, c'est dangereux. Et c'est dangereux au moment où on signe des accords avec l'Union européenne, où on ne gagne pas grand-chose. Et ils vont venir avec leurs bateaux, avec des filets, pour piller nos mers. Au moment où beaucoup de bateaux étrangers, chinois et autres aussi, sont dans nos côtes, et ça a été dénoncé par le GAIPES, le syndicat des patrons de la pêche, cette maladie mystérieuse arrive. On ne sait pas. C'est un cocktail pourri. Donc, la situation des pêcheurs est de plus en plus handicapante. C'est comme si on les repoussait en dehors de la mer. Et ils sont seuls. Et donc, effectivement, je dis que, comme on l'a fait pour la Covid, le gouvernement aurait pu agir avec beaucoup de rigueur, aider les familles déjà, la prise en charge médicale, mais aussi sur le plan purement financier, comme on l'a fait, pour que les gens soient résilients durant la Covid. Ces milliards qu'on a dépensés, ici, il ne s'agit pas encore de milliers de personnes, donc ils sont identifiés et on peut les aider directement.
Donc déjà, ça aurait pu être des mesures sérieuses. Mais c'est comme si quelque chose nous vient de l'étranger, la presse étrangère en parle, les gouvernements étrangers en parlent, ça c'est du sérieux. Mais quand ça se passe chez nous, c'est pas sérieux. Les gens se tuent en mer, les gens viennent avec des maladies. Ben voilà, c'est des Sénégalais, c'est banal. Et ça, c'est dangereux. Ça signifie que nous ne croyons pas en nous ne croyons pas à notre destin. En tout cas, ce qui nous dirige, c'est ce qu'il nous montre. Et on ne peut pas sortir un pays de l'ornière si on ne veut pas marquer l'histoire, si on ne veut pas être de grands hommes qui servent leur pays. Je salue la mémoire du président ghanéen, Jerry Rawlings, qui est décédé récemment. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de dire cela. Il disait par exemple que je n'ai pas besoin de sécurité pour marcher dans les rues d'Accra et autres, puisque ma sécurité c'est le peuple. Parce qu'il avait travaillé pour son peuple. Et aujourd'hui, nos gouvernants actuels, s'ils marchaient 10 mètres dans la rue, peut-être qu'ils auraient de très mauvais souvenirs de cela. Maintenant, docteur, toujours sur la pêche, que pensez-vous sur l'accord du président Macky Sall avec l'Union européenne? Ben, je l'ai dit tantôt, je pense qu'il nous faut préserver nos ressources halieutiques, nos ressources naturelles de façon générale, la pêche, l'or, le pétrole, etc. Et ce gouvernement montre très souvent que ce qui compte, c'est plus les intérêts des étrangers que les intérêts des Sénégalais. Si on a quelques miettes sur les ressources halieutiques, non seulement il y a les pêcheurs qui vont continuer à aller en Europe parce qu'ils ne trouveront pas de poissons, mais c'est autant de ressources dérobées au Sénégal. Aujourd'hui, la population sénégalaise s'accroît, il y a plus de jeunes qui vont arriver dans le marché de l'emploi, donc des universités doivent être construites, des industries doivent être créées, des infrastructures doivent être créées, et pour ça, il faut des ressources. Les impôts ne peuvent pas financer tout ça. Ces ressources naturelles, halieutiques et autres sont ce que le bon Dieu nous a donné pour faire face à nos dépenses. Si on les brade, ben, on sera dans un pays où on va se disputer de maigres ressources pour notre survie. Et c'est ce qui amène des troubles, c'est ce qui amène la misère profonde, c'est ce qui amène justement ces bateaux de détresse qui vont vers la mer. C'est simple. Donc il nous faut que les gens soient sérieux et rigoureux. Les Européens peuvent éventuellement avoir des licences de pêche, mais il faut que l'Union européenne en paie le prix. Okay? Pour quelque chose qui coûte 1000 milliards, si vous bradez ça à 18 milliards, vous êtes en train de brader la nationale. Vous êtes en train de menacer les gens. Parce que le bon Dieu est juste. Ces richesses sont là pour servir la population. Si ces richesses ne servent pas, vous verrez de façon claire des dysfonctionnements. Les dysfonctionnements, c'est aller en mer et être naufragé comme ça, et voilà. Maintenant, avec tous ces bradages, comme vous venez de dire, mais est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences économiques d'ici quelques mois ou quelques années? Oui, mais c'est ce que je dis. Les conséquences vont même s'aggraver. Et parce qu'on a besoin de ressources. Aujourd'hui, le Sénégal est très endetté. Plus 70% du PIB. Le Sénégal a une jeunesse qui arrive sur le marché de l'emploi, qui n'est pas aidée. Il y a des bacheliers qui ne sont pas orientés. Tout ça, c'est des dysfonctionnements. Il y a des entreprises à qui on demande parfois trop d'impôts et qui ferment. Le chômage va augmenter. On a vu récemment les chiffres du chômage avec l'Organisation internationale du travail, et les gens sont allés, certaines autorités ont juste nié. C'est pas vrai, c'est pas ça. Non. En réalité, les signaux se voient. Il faut changer la tendance. Il faut repartir sur un bon pied. Et pour ça, il faut changer l'infrastructure économique. Il faut changer la façon de négocier avec les étrangers pour que, au Sénégal, justement, restent nos richesses. D'accord, si on entre dans la diplomatie, par exemple, aujourd'hui, la plupart de la population disent que si les jeunes aujourd'hui prennent la mer, c'est parce que c'est difficile. Et exactement, on peut le constater parce que pour avoir juste un visa, c'est un problème dans ce pays. Et cela n'a pas été, ça date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui a perduré. Et nous, moi, franchement, je me demande quel est le problème. Parce qu'on voit que pour l'entrée des personnes européennes au Sénégal, c'est quelque chose de banal, de facile. Mais pour sortir d'ici, pour rentrer chez eux, c'est un
problème. Alors, je me demande si l'État a fait un accord avec les Européens ou bien il y a quelque chose derrière que nous, jeunes, on ne peut pas comprendre. Bon, vous savez, les gens, comme on dit en Wolof, le cordonnier, il va vous faire les chaussures qui vous sied en vous regardant juste. Si vous êtes sérieux, respectueux, vous respectez les accords. Quand vous négociez des accords, vous négociez de façon digne, d'égal à égal. Vous travaillez, vous faites travailler votre peuple. Vous avez une vision politique claire. Vous ne montrez pas que vous avez besoin de l'autre à toute épreuve, que vous êtes prêt à vendre votre âme au diable pour aller vers l'autre. L'autre va vous respecter. Donc il s'agit d'abord de dignité, de souveraineté, que nos dirigeants montrent à la France, à l'Union européenne, à tous ces pays qui nous regardent de haut, que nous sommes prêts à vivre sans eux. C'est d'abord la première étape. Maintenant, si cette étape est franchie, on pourra négocier avec eux. Mais si ils viennent corrompre une élite qui est prête à tous les reniements pour commercer avec eux et sacrifier leur peuple, ils vont continuer. Moi, je pense que voilà, les pays étrangers dont les nationaux arrivent dans nos aéroports en short, en montrant juste un papier, voilà, leur passeport de leur pays d'origine ou n'importe quoi sans visa, ces pays doivent nous respecter. Même s'ils réclament un visa, ça doit être un traitement diligent, un traitement sérieux avec des critères qu'on aura négociés ensemble. Maintenant, moi je demeure persuadé que la solution n'est même pas à ce qu'ils nous facilitent l'obtention des visas. La solution est à ce que nos ressources qu'on a, naturelles, financières, qu'on les utilise pour que les gens ne pensent pas aller à l'étranger, sauf pour faire du tourisme. Parce qu'on a beaucoup plus de ressources qu'eux. Le bon Dieu nous a dotés de terres fertiles, nous a dotés d'eau, nous a dotés de la mer avec des ressources halieutiques. Nous avons le pétrole maintenant, qui a été découvert récemment. Nous avons des phosphates, des produits naturels, de l'or. On a tout. Et donc, il nous faut juste travailler et croire en nous-mêmes pour que ces jeunes restent. Au contraire, l'immigration devait être aujourd'hui de l'autre sens. Et ça existe, hein? Il y a beaucoup d'Européens qui arrivent et qui font leurs activités ici. Mais même là, on voit que nos autorités soutiennent plus ces gens que les nationaux. C'est quand même grave. Donc, il nous faut vraiment changer de mindset, ce que les anglo-saxons appellent mindset, c'est-à-dire de façon de faire, de posture, pour que la jeunesse, les Sénégalais, trouvent les possibilités de se réaliser ici, et c'est possible. Et maintenant, qu'est-ce que vous proposez aux jeunes? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est des politiques publiques de qualité. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut être sérieux avec la population. Il faut former les jeunes. Il faut multiplier les centres de formation, les universités, donner des moyens aux jeunes. Moi, je suis enseignant à l'université Alioune Diop de Bambey. Aujourd'hui, sur la cité universitaire, vous n'avez pas 1000 lits. Alors que les étudiants, ils vont aller vers les 10 000. Hein? Ça signifie que Bambey n'a pas de chambres pour louer. Les gens n'ont pas construit de chambres pour louer. C'est les familles qui y habitent. Il n'y a pas d'offre de logement. Où vont loger ces étudiants? Ils seront logés dans des petites chambres avec des dizaines d'étudiants. Certains même dorment à la terrasse. Et je pense même qu'il est arrivé récemment, en tout cas, que quelqu'un tombe, etc. C'est des drames. Comment pouvez-vous apprendre dans ces conditions? Et donc, la solution, c'est d'offrir aux jeunes des infrastructures décentes pour une bonne éducation. La solution, c'est aussi, à leur sortie de l'université, d'offrir des possibilités. Donc, il faut déjà que l'éducation et la formation soient de qualité. Après, il faut offrir des possibilités. Moi, je pense qu'il faut développer notre agriculture d'abord. Faire des infrastructures dans le monde agricole, former beaucoup de techniciens agronomes, faire des coopératives agricoles. Ensuite, créer des usines de transformation des produits agricoles. Et agricole, quand je dis agricole, c'est halieutique, etc. etc. Maintenant, avec tout cela, vous allez avoir beaucoup de jeunes qui vont avoir de l'emploi décent et rester dans ce pays. Par exemple, pour la pêche, si on avait des usines de transformation des produits de pêche,
on bloque les licences données à des étrangers, on dote les jeunes de matériel de pêche, non pas les pirogues, hein, mais pourquoi pas des bateaux avec des mécanismes des bateaux modernes, comme les bateaux qui viennent pêcher, mais que la pêche soit exploitée dans ce pays. Maintenant, après, on fait des boîtes de conserve et autres, et on vend en Europe. Ça allait avoir beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de ressources pour le pays, et on n'aurait pas abouti à ces catastrophes. C'est là quelques solutions, mais il y en a d'autres. Dans tous les domaines, il y a des choses à faire. D'accord. Et pour cette année, dans le système éducatif, on voit qu'il y a les ouvertures et tout, mais ce n'est pas encore vraiment comme d'habitude. Que pensez-vous faire Non, bon, vous savez, aujourd'hui, l'université est en crise, l'école est en crise. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'offre d'infrastructure n'est pas adéquate du moins. Les étudiants traînent les pieds pour aller à l'université. Parce que si tu vas à l'université sans trouver de chambre, tu n'es pas pressé. Les autorités aussi traînent les pieds parce qu'elles n'ont pas quelque chose à offrir. Donc, on est dans un déni, dans des difficultés et on n'en parle pas. C'est un circuit un peu suicidaire. Moi, je trouve que l'enseignement doit être la première stratégie pour sortir ce pays des difficultés. Il faut une éducation de qualité, il faut des élites de qualité. Même s'il faut sacrifier une génération présente pour mettre tout dans la formation de l'autre génération, il faut le faire. On ne peut pas sortir du sous-développement sans une population bien formée. Le Japon l'a fait à l'ère du Meiji. La Chine aujourd'hui est en train de se développer parce que ces populations ont été bien formées. Moi, j'ai eu la chance de faire l'Angleterre, l'université anglaise, et là-bas, vous verrez qu'il y a beaucoup de Chinois. Moi, j'ai partagé la classe en master avec des étudiants chinois. Quand ils arrivent, ils ne parlent presque pas l'anglais. Mais ils s'y mettent. Ils ont une volonté tendue pour réussir. Ils sont nombreux. Ils paient ce qu'il faut. Parce que leur pays a mis en place une stratégie pour se développer. C'est cela qu'il faut. Il faut miser sur les jeunes. Il faut miser sur l'éducation de qualité. Il faut miser sur la formation professionnelle pour qu'on ait une génération capable de prendre son destin en main. D'accord. Et vous, bon, avec le système éducatif toujours, Jean, on voit que déjà avec la pauvreté, les jeunes n'ont pas d'activité du tout. Donc la plupart des jeunes maintenant, au lieu de se rendre à l'école, ou bien dans les écoles de formation, ou dans les universités, préfèrent être des tailleurs ou quelque chose d'autre afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc pour un peuple déjà, une jeunesse je dirais, déjà qui se focalise surtout sur l'argent pour s'en sortir, pensez-vous que c'est possible vraiment de les former d'une façon que demain ils pourront diriger le pays? Bon, il faut faire la part des choses. Quand on est issu d'une famille pauvre, où la maman ne vit pas bien, n'a pas de quoi se nourrir, les frères et sœurs, le papa, on n'a pas le choix. Il y a des gens qui ont de bons niveaux, mais qui s'arrêtent très vite pour trouver justement un peu de sous à ramener à la maison. Ces gens, il faut les comprendre. Maintenant, la société, dans son grand ensemble aussi, malheureusement, a des difficultés, des défaillances. Les gens ne sont pas toujours formés, ne connaissent pas la valeur de la formation et poussent la jeunesse vers la réussite facile à court terme. Bon, ça existe. Il ne faut pas le nier. C'est pourquoi il faut que l'État soit volontaire, offre une possibilité aux jeunes qui soit beaucoup plus attrayante que le fait de cesser automatiquement. Il faut que les choses soient facilitées. Si les choses sont facilitées, les jeunes vont rester dans les universités et dans les centres de formation. Mais si vous allez à l'université, vous n'avez pas où dormir, vous n'avez pas de ticket de restaurant pour manger, vous êtes nombreux dans les amphithéâtres et l'échec est la règle. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Et si vous avez un frère qui est passé par là, avant même d'aller à son niveau, vous abandonnez. Et c'est ça la grande violence envers les jeunes dans ce pays. Le succès doit être la règle. Si vous allez dans le système anglo-saxon, si quelqu'un ne réussit pas, ben, c'est un problème pour l'institution. On le manage, on le tire vers le haut, on le conseille. Chez nous, si quelqu'un réussit, c'est ça qui est bizarre. L'échec, c'est la règle.
on te dit, oui, c'est trop difficile pour toi, tu n'as pas le niveau, etc. Or, l'échec, c'est le miroir de l'institution. Ça montre à l'institution qu'elle ne fonctionne pas bien. Si on faisait ça, les jeunes allaient réussir. Et quand je dis faire ça, c'est non seulement une formation de qualité, mais c'est aussi des infrastructures de qualité, des bourses d'études pour les étudiants éventuellement. Faire en sorte que l'université se rapproche des milieux de vie. Et si on fait ça, des milieux de vie, c'est-à-dire là où habite l'étudiant. Si on fait ça, je pense qu'on va y arriver. Mais si on ne fait pas ça, on va constater les dégâts. Et je vous ai dit tout à l'heure, plus de 52% de la population sénégalaise a moins de 20 ans. Les solutions, les difficultés vont venir avec l'accélération des jeunes qui arrivent dans le monde de la formation et de l'emploi. Donc les solutions doivent être vigoureuses. Ce n'est pas de construire une université, d'attendre 5 ans. Non, 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 non. Ça demande un effort massif de réflexion, d'anticipation, mais surtout de réalisation d'infrastructures, de recrutement d'enseignants. Et ce n'est pas au compte-gouttes là qu'on est en train de faire qu'on va régler les problèmes. Il faut sortir de cette politique-là qui ne nous mènera qu'au désastre. D'accord, donc on va plus, s'il n'y a plus de questions, bien sûr, on va terminer avec vous en vous demandant un conseil pour la jeunesse surtout et pour une bonne politique afin que ce pays puisse être développé un jour. Ben, le conseil est simple, hein. Il faut que les jeunes, justement, y croient. Il faut que les jeunes sachent que ce pays leur appartient. La génération actuelle de politique va passer parce que tout coule, hein, comme disait l'autre. Rien ne reste. Il arrivera un moment où ils auront ce pays entre leurs mains et il faut qu'ils s'y préparent. Quelles que soient les difficultés, il faut tenir. Quel que soit où l'on se trouve, vous êtes jeune sur le plan professionnel, là où vous trouvez, dites-vous que d'ici quelques années, vous devriez avoir votre télé, faire comme CNN ou d'autres grandes télés, etc. Donc il faut avoir de l'ambition. Il faut y croire. Rien n'est facile, rien n'est donné. Nous tous, on a eu nos moments de doute, nos moments d'échec, nos moments d'épreuve, mais nous avons tenu. Et on en aura dans le futur. Aujourd'hui, sur le plan politique, on est en train de traverser des moments d'épreuve. Mais c'est avec la lucidité de gens qui ont connu des moments d'épreuve, qui ont de l'expérience de l'épreuve. C'est l'expérience de la vie tout court. Il faut que les jeunes se disent que le destin est entre leurs mains. Il faut qu'ils construisent leur destin, qu'ils n'empruntent pas la facilité. Facilité d'aller en Europe, facilité d'aller dans certains partis politiques où peut-être on voit que l'argent est distribué. Il faut qu'ils soient là, qu'ils viennent justement enrichir le débat, qu'ils viennent enrichir l'action politique. Et en tout cas, nous autres de la coalition Jotna, nous autres du parti Teranga Sénégal, nous tendons nos mains aux jeunes, nous leur demandons de venir soutenir cette politique de rupture que nous proposons, mais dans le calme et la paix. Nous ne voulons pas diviser le Sénégal en deux. Nous sommes très clairs là-dessus, mais nous sommes décidés à transformer ce pays. Et nous les appelons vers la transformation radicale du Sénégal dans la paix et le calme. Merci, docteur. Moi, ma dernière question, je voulais savoir quel est le plan de survie de la coalition Jotna avec tous ces départs. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous, on a le même principe. On n'a pas un plan de survie puisqu'on vit. Et la vie, c'est des épreuves. Ce qui se passe aujourd'hui est pour nous tout à fait naturel. À l'échelle de l'homme, parfois vous avez le palu, vous avez la fièvre, votre jambe vous fait mal, parfois même vous êtes blessé, mais vous ne vous posez pas des questions sur votre vie en tant que telle. C'est les épreuves de la vie qui nous forgent, qui nous rendent beaucoup plus forts. Et nous sommes en train de nous dire que ce qui s'est passé dernièrement nous renforce puisqu'il nous montre que notre voie aujourd'hui est tout tracée, c'est plus clair. Nous avons dans l'opposition, par exemple, une place de laisser libre par Idrissa Seck et compagnie. Nous avons aussi une offre beaucoup plus claire, puisque nous qui sommes restés dans la coalition Jotna, nous avons la même démarche. La même démarche. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous sommes décidés. Nous faisons une offre alternative. Nous parlons aux jeunes, nous parlons aux femmes, nous parlons aux familles religieuses, de quelque bord que ce soit, mais nous le faisons avec calme, avec dignité, dans le respect de l'autre,
en ne voulant pas diviser le Sénégal. Voilà, merci. D'accord. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission avec M. Niane, qui vraiment nous a parlé des choses intéressantes et qui conseille aux jeunes aussi, ainsi qu'aux politiciens. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour notre numéro avec une autre invitée. Merci beaucoup.